Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, c'est une vidéo face calme et je vous parle d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est-à-dire de philosophie. Youhou! J'ai sorti le micro de compétition, pas parce que j'ai envie de faire la star et de me prendre pour une podcasteuse ou quoi que ce soit, bien que j'aimerais bien, mais parce qu'il y a des travaux chez moi et que je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à m'entendre sans ça. Donc voilà, c'est le moment de sortir le matériel et de se prendre un petit peu au sérieux, et surtout qu'aujourd'hui on parle d'un sujet sérieux, on parle de débuter la philosophie et on parle de réussir le baccalauréat de philosophie. Et pour ça, je vous ai sélectionné 5 livres qui vont vous permettre soit de débuter la philosophie et de voir si c'est une discipline qui peut potentiellement un peu vous plaire, si par exemple vous êtes en terminale et que vous envisagez de faire des études de philosophie, ou si vous êtes en classe prépa et que vous aimeriez bien, vous projeter dans des études de philosophie, etc. Si vous êtes adulte et que juste c'est une discipline qui vous intéresse, ou si tout simplement vous êtes en terminale, que vous avez envie de réussir le baccalauréat et que pour cela vous avez décidé de lire des œuvres qui vous seront utiles non seulement pour le baccalauréat, mais aussi pour la suite de votre vie et pour votre culture générale. Donc j'ai fait une sélection de 5 livres, me semblent être vraiment des livres canoniques, des livres classiques, des livres vraiment indispensables pour débuter la philosophie. Tout d'abord parce qu'ils sont des livres très courts, ce sont des livres accessibles parce qu'il y a des livres courts et totalement inintelligibles. Vous allez pouvoir comprendre cela sans avoir de connaissances philosophiques préalables, et ils ont l'avantage d'être très importants. Ils ont marqué l'histoire de la philosophie et des idées, c'est pour cela que je les ai choisis. Je vous présente les œuvres dans un ordre chronologique, et les 2 premières œuvres que je vais vous présenter sont des œuvres antiques. Il faut quand même savoir qu'entre ces 2 œuvres, il y a beaucoup de différences de temporalité. Entre 300 avant Jésus-Christ et 125 après Jésus-Christ, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé. Mais ceci dit, ce sont toutes les 2 des œuvres antiques. Une de la Grèce antique et 125 après Jésus-Christ, donc le manuel d'Épictète, c'est une œuvre qui date au contraire de Rome, de l'apogée de Rome. Ces 2 œuvres, je les ai choisies parce qu'elles ont vraiment pour point commun d'être extrêmement pratiques. C'est-à-dire pratique, ça veut dire se rapporter à l'action. En fait, ce sont des œuvres qui ne sont pas purement théoriques, mais ce sont des œuvres qui s'intéressent à l'action et précisément à une conduite particulière, à un problème particulier, celui du bonheur. Ce sont des œuvres qui vont vous indiquer comment être heureux, tout simplement. Et donc, ce sont des enseignements qu'on peut tout à fait implémenter dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, en fait, je pense tout à fait que si ces enseignements étaient repris, d'ailleurs c'est souvent le cas de nos jours, dans des œuvres contemporaines, on n'appelle pas ça de la philosophie, on appelle ça du développement personnel. Reprenons avec la lettre à Ménécée. C'est une œuvre d'Épicure. Bon, Épicure est très bien connu parce que c'est le fondateur d'un courant de pensée qui a une très grande postérité. Ce courant de pensée, c'est l'épicurisme. Alors ce courant de pensée, il a une spécificité, c'est qu'il affirme que le bonheur se trouve dans le plaisir. Pour être heureux, il faut rechercher le plaisir. Bon, j'ai envie de dire, c'est une idée tout à fait compréhensible, tout à fait intelligible à quiconque, pas besoin d'être philosophe pour admettre que pour être heureux, il faut chercher du plaisir. Toutefois, ce qui est particulièrement intéressant dans la lettre à Ménécée, c'est que, Épicure ne se contente pas de dire pour être heureux, chercher un maximum de plaisir, ça n'a aucun sens. Au contraire, il dit, oui, il faut chercher le plaisir, mais il ne faut pas chercher n'importe quel plaisir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher une espèce de jouissance démesurée, c'est-à-dire d'accumuler toutes sortes de plaisirs, les plaisirs les premiers venus, les plaisirs les plus grands, etc. Mais il faut vraiment instaurer une discipline du plaisir et choisir ses plaisirs. C'est-à-dire que tous les plaisirs ne se valent pas. Épicure indique qu'il ne faut vraiment pas choisir n'importe quel plaisir et que certains plaisirs apportent plus de problèmes que de satisfaction. Il faut faire preuve, et c'est son terme, de prudence dans le choix de ses plaisirs. Et pour cela, il propose une classification des plaisirs, une classification des différents désirs. Et pour Épicure, il y a 3 types de désirs. Les premiers, ce sont les désirs vains, donc ce sont les désirs qu'il ne faut pas chercher, les désirs inutiles. C'est notamment le désir d'argent, le désir d'immortalité, c'est-à-dire de ne jamais mourir, le luxe, les honneurs, etc. Ça, pour Épicure, il ne faut pas rechercher, ce sont des désirs vains, ils ne vous apporteront pas le vrai bonheur. Ensuite, pour lui, il y a les désirs naturels, mais non nécessaires. Ce sont tous les désirs, notamment sexuels et esthétiques. Il dit pas qu'il ne faut pas les rechercher, mais il dit que ce sont vraiment pas ceux à satisfaire en priorité. Le désir sexuel, c'est bien, mais c'est vraiment pas le désir qui va te rendre heureux. Les désirs qui vont te rendre heureux sont les désirs naturels et nécessaires. Et ces désirs naturels nécessaires, c'est ceux qu'il faut chercher à mener à bien. Dans ces désirs, il y a donc la faim et la soif. Il faut chercher à satisfaire ses besoins naturels. Il y a aussi la pratique de l'amitié. Il faut avoir des amis, ça fait partie des désirs naturels et nécessaires. Attention, ce n'est pas n'importe quelle forme de sociabilité
que recommande Épicure, c'est une sociabilité restreinte avec quelques amis. Il parle pas d'avoir 150 amis et d'être le plus populaire, pas du tout, ou de faire des gros stuff avec 40 personnes. Il dit vraiment il faut avoir quelques amis, une sociabilité restreinte. Et il dit aussi que pour être heureux, il y a dans les désirs naturels et nécessaires la pratique de la philosophie, parce que la philosophie est ce qui conduit au bonheur. Je vulgarise un petit peu Épicure pour vous faire comprendre. Ce que dit Épicure, c'est que pour être heureux, il faut pas jouer aux jeux vidéo H24, s'acheter des sacs Chanel ou se bourrer la gueule, voilà, être dans l'excès, être dans la jouissance immédiate et démesurée, mais il faut satisfaire ses besoins naturels, avoir quelques amis, mais peu d'amis, et faire de la philosophie. Donc c'est une œuvre très intéressante parce qu'il y a d'autres pensées aussi dans cette œuvre. Il y a une pensée de la mort, une pensée de la religion, bien que ce soit un texte très court, et donc elle vous permet de répondre à de nombreuses questions qui peuvent être posées au baccalauréat, notamment les questions sur le bonheur, les questions sur la religion. La deuxième œuvre qui pour moi est indispensable pour réussir le baccalauréat de philosophie ou pour s'initier à la philosophie, donc c'est le manuel d'Épictète. Épictète, lui, il n'est pas le fondateur de l'épicurisme, il appartient au contraire à un courant qui est antagoniste, à un courant qui s'oppose à l'épicurisme, qui est le stoïcisme, donc qui est une autre école de pensée antique. Et Épictète, il a un parcours assez particulier, et ce qui fait de lui un écrivain particulièrement intéressant, et surtout ce parcours a énormément influencé sa pensée, c'est qu'il est arrivé à Rome en tant qu'esclave. Il a été affranchi plus tard, en 68 après Jésus-Christ, il me semble. Il a été libéré de sa condition d'esclave, mais au début, il était esclave. Et donc, il y a une véritable pensée du bonheur et de la liberté qui est liée à sa condition initiale d'esclave. D'ailleurs, il faut savoir que donc Épictète appartient à l'école de pensée stoïque. Et si vous regardez un petit peu sur YouTube, ça s'est énormément développé. Les youtubeurs qui font des vidéos sur « j'agis comme un stoïcien », vous voyez que de nos jours, toujours, même des gens qui sont étrangers à la philosophie, applique le stoïcisme, et on retrouve, surtout dans le développement personnel, un grand nombre des enseignements du stoïcisme. Bref, ce qui a rendu très célèbre Épictète, c'est le premier paragraphe de son œuvre, le manuel. Épictète fait une distinction, plus précisément, entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et il dit qu'il faut se concentrer dans notre vie sur ce qui dépend de nous. Et qu'est-ce qui dépend de nous? C'est nos volontés, nos désirs et nos jugements. Les jugements, ça va être l'avis qu'on va se faire sur un événement, la considération que l'on va avoir sur un événement. Au contraire, ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout ce qui relève de la nature. Donc le fait d'être malade, ça ne dépend pas de nous. Le fait de souffrir, ça ne dépend pas de nous. Le fait de réussir dans la vie, ça ne dépend pas de nous. Le fait d'avoir de l'argent et des honneurs, ça ne dépend pas de nous. Tout ça, on n'y peut rien. Il faut s'en défaire. On ne peut rien faire contre cela. Ça relève de l'ordre de la nature. Alors je sais que c'est difficilement compréhensible de nos jours quand on nous dit à longueur de temps qu'il suffit de beaucoup travailler pour être riche, totalement contraire à notre pensée, et que pour être heureux, dit Épicure, tout simplement, il faut changer notre regard sur les événements qui nous arrivent. Déjà, il faut désirer ce qui nous arrive. Si demain j'échoue au concours de philosophie, j'échoue au CAPES, il faudra que je me dise que j'ai désiré échouer, et tout ira bien. Épictète, il est vraiment très intéressant parce qu'il permet également de traiter de nombreux sujets sur le bonheur, sur la liberté, etc. On va totalement changer d'époque. Là, on quitte l'Antiquité et on arrive à la Renaissance. On saute le Moyen-Âge et on arrive à la Renaissance, plus précisément en Italie. Donc on est en 1513 et là, il se passe un grand événement en Italie, un événement qui va changer l'histoire de la pensée et surtout l'histoire de la pensée politique. Il y a Machiavel qui va envoyer un manuscrit, une œuvre qui s'appelle Le Prince, au prince de Florence. Alors, je contextualise. Machiavel, alors à cette époque-là, c'est pas du tout un écrivain, c'est pas du tout un philosophe, c'est quelqu'un qui est au service de la ville de Florence. La ville de Florence, plus précisément, à cette époque-là, est une république. C'est la République de Florence. En gros, il fait un peu ministre des Affaires étrangères, on peut appeler ça comme ça. Il me semble qu'il est secrétaire à la seconde chancellerie de Florence. Je crois que c'est son titre exact. Et donc, c'est vraiment un praticien de la politique. Et il adore son métier, il est vraiment fan de son métier et il prend beaucoup de notes, beaucoup d'enseignements, il réfléchit beaucoup sur la pratique du politique. Sauf que un jour, la République de Florence cesse puisque les Médicis arrivent au pouvoir et instaurent une monarchie. On passe de la République à la monarchie. Et donc Machiavel, il est viré, il est déchu de ses fonctions. Au revoir Machiavel. Sauf que Machiavel, la politique, c'était toute sa vie et là il se dit mais qu'est-ce que je vais faire en fait ? Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis fait virer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il faut absolument que je sois réintégré au gouvernement. Et donc, je vais offrir un cadeau au nouveau prince. Je vais lui écrire un livre pour lui dire tout simplement comment rester prince, comment se maintenir au pouvoir. Et donc, Le Prince, c'est une œuvre donc destinée au prince qui explique au prince comment conserver le pouvoir, ni plus ni moins. Il donne tout un tas de conseils. Donc, il indique quelles sont les différentes sortes de monarchies, comment obtenir le pouvoir pour être prince
et le rester, comment il faut organiser ses armées, comment il faut se conduire avec ses sujets, mais aussi avec ses amis, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de conseils destinés au prince. Ce qui a rendu Machiavel très célèbre, et d'ailleurs ce qui a fait de lui une figure très sulfureuse, c'est qu'il recommande au prince, pour conserver le pouvoir, de savoir agir de façon mauvaise, de savoir agir selon le mal quand cela est nécessaire. Donc Machiavel, il dit, il faut pas avoir peur d'utiliser des moyens cyniques, des moyens immoraux, des moyens qui sont réprouvés notamment par la religion, pour se maintenir au pouvoir, comme le mensonge, comme la dissimulation, comme la violence, etc. Et c'est donc ce qui explique qu'aujourd'hui, on qualifie quelqu'un de cynique, quelqu'un de mauvais, une personne perfide, une personne qui manque totalement d'intégrité. L'adjectif machiavélique, ça vient de là. C'est parce que Machiavel recommande d'utiliser des moyens qui sont totalement mauvais, qui sont totalement cyniques, qu'on qualifie quelqu'un de mauvais, de machiavélique. Voilà, c'est encore resté dans l'histoire de notre vocabulaire, c'est extrêmement intéressant. Et donc ça vous permet vraiment de répondre à beaucoup de sujets sur l'État, sur la justice, etc. C'est vraiment un livre indispensable. Et pour la petite anecdote, bon ça vous en faites absolument ce que vous voulez, mais notre cher Emmanuel Macron connaît parfaitement Machiavel et toutes ses techniques et tous ses moyens perfides de mensonges, de simulation et de dissimulation, tout simplement parce qu'il a fait un mémoire sur Machiavel. Vous faites absolument ce que vous voulez de cette information, je ne dirai rien de plus. Quatrième livre qu'il est absolument impossible de ne pas lire si on s'intéresse à la philosophie, c'est le livre qui a vraiment révolutionné l'histoire de la pensée et l'histoire des idées, ce sont les méditations métaphysiques de Descartes. Bon, là on est plus d'un siècle après le Prince, on est en 1641 en France, Descartes est français, il est même tourangeau il me semble, et on n'est pas du tout sur un texte de philosophie politique, mais on est plus sur un texte de philosophie des sciences, c'est un texte qui va fonder la connaissance, en fait on appelle ça en philosophie l'épistémologie. Descartes, quand il écrit les méditations métaphysiques, donc qui est vraiment un livre révolutionnaire, en réalité, il écrit contre un autre courant de pensée, c'est le scepticisme. Donc le scepticisme, il affirme qu'il n'y a aucune vérité qui existe, il n'y a aucun critère de vérité pour distinguer le vrai du faux, et par conséquent, tous les événements ne peuvent être ni vrais ni faux. Il faut donc suspendre son jugement. Donc la vérité, en fait, n'existe pas. Et donc Descartes, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Pour lui, il y a des vérités. Descartes, c'est un mathématicien, c'est un scientifique, c'est un physicien. Et pour lui, bien sûr que oui, il y a des vérités. Donc il va dire, non, non, moi je vais refonder la connaissance, je vais me lutter contre le scepticisme, je vais montrer qu'il y a bien des vérités. Et pour cela, il utilise le procédé sceptique lui-même, c'est-à-dire le doute, et il va se mettre à douter de tout ce qui existe jusqu'à temps de trouver une vérité sur laquelle il pourra fonder toute sa connaissance. Donc il va douter d'absolument tout, il va douter de notre connaissance sensible, c'est-à-dire que pour lui, c'est pas parce que je vois un chat en face de moi qu'il y a vraiment un chat en face de moi. Il faut douter de toutes les connaissances qui nous sont apportées par nos sens, donc par nos yeux, par notre toucher, par nos oreilles, par notre goût, etc. Il doute de son propre corps. Est-ce que j'ai vraiment un corps? Pour lui, on peut douter de ça. Et il doute même également des vérités mathématiques, de la géométrie, etc. Il doute de tout. Il y a un moment où il cesse de douter parce qu'il trouve une vérité, une première certitude pour laquelle il est impossible de douter. Même en doutant de tout, il est impossible de douter de cela. Et la première vérité que trouve Descartes, c'est que lorsqu'il pense, il est nécessairement. Lorsque je pense, il est impossible que je ne sois pas. Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. C'est donc ça le fameux cogito. C'est la première certitude que trouve Descartes lorsqu'il cherche à fonder la connaissance. En effet, si je pense, si j'ai des pensées, il faut nécessairement qu'il y ait une origine à mes pensées, une source de mes pensées, et la source de ces pensées, ça ne peut être que moi. Donc dès que je pense, j'existe nécessairement puisque mes pensées ont une origine. Et donc c'est à partir de cette première certitude, c'est à partir de ce cogito qu'on appelle aussi des fois la conscience, mais bon, c'est un débat sur lequel je ne vais pas rentrer parce que vraiment la pensée de Descartes est vraiment sujette à beaucoup d'interprétations. C'est à partir de cette première certitude qui va refonder toute la connaissance, donc les vérités mathématiques, la connaissance de mon propre corps, la connaissance des sens, la connaissance du monde extérieur, etc. et qui va même prouver par 2 preuves l'existence de Dieu. Donc c'est vraiment un texte qui peut vous servir sur la notion de la vérité, sur la raison, sur la religion, sur la conscience, etc. Nous arrivons au dernier texte indispensable qui est un de mes chouchous, un de mes favoris. C'est le second discours de Rousseau, autrement dit le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. On n'est plus sur un auteur français, on est sur un auteur suisse. Rousseau, il vient de Genève, qui date d'un peu avant la Révolution française, c'est un texte de 1753. Tout d'abord, ce n'est pas n'importe quel texte, c'est un discours. Il faut se mettre aussi dans les circonstances de l'époque, c'est un discours sur l'origine et l'inégalité parmi les hommes. À cette époque-là, on est avant la Révolution. Avant les révolutions, qu'est-ce qu'il y a? On est dans une société
société de caste où l'église et l'aristocratie, la monarchie oppriment totalement le peuple, et dans une société qui est fondamentalement très inégalitaire. Donc c'est très intéressant de poser une question comme ça, de réfléchir à une question comme ça, dans une société qui est extrêmement inégalitaire. Bref, donc c'est un discours qui répond en fait à une question. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des espèces de concours de philosophie qui étaient organisés, et là, l'Académie de Dijon donc, avait organisé un concours où il fallait répondre à une question, et donc cette question c'est quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et est-ce qu'elle est autorisée par la loi naturelle? C'est la question que pose le concours. Faut savoir que Rousseau, c'est un adepte de ces concours-là, puisqu'il a déjà participé à un premier concours qui a donné lieu au discours sur les sciences et les arts, qui est aussi extrêmement intéressant. Ce discours donc se divise en deux parties. Dans une première partie, Rousseau étudie l'homme à l'état de nature. Donc ça, c'est un concept très important de la philosophie. L'état de nature, c'est un état pré-politique, pré-institutionnel. On pourrait imaginer une espèce d'état sauvage, on va dire, d'un état où il n'y a pas de société, où il n'y a pas d'état au sens où on l'entend de nos jours. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de gouvernement, un état sans état. C'est ça l'état de nature. Et la seconde partie du discours qui lui porte sur le passage de cet état de nature à l'état civil, donc comment les hommes sont rentrés dans l'état, dans la société, c'est ce sur quoi porte la seconde partie du discours, l'entrée dans l'état tel que nous le connaissons maintenant. Et donc la thèse de Rousseau, elle est extrêmement singulière, il observe les hommes dans l'état de nature, et il dit, à l'état de nature, les hommes étaient totalement égaux. Il dit, l'origine est la source de l'inégalité, ce n'est pas l'état de nature, à l'état de nature les hommes sont égaux, il n'y a pas de différence fondamentale entre eux qui peut créer des inégalités. Ce qui crée les inégalités entre les hommes telles que nous les connaissons dans l'état civil, c'est l'état civil lui-même, c'est la société. C'est la société elle-même qui rend les hommes inégaux. C'est vraiment une thèse très forte, imaginez une thèse sulfureuse. Souvent on justifie les inégalités par le fait de dire oui mais naturellement nous sommes inégaux, il y a des hommes plus forts, il y a des hommes qui ont plus de capacités, etc. Et donc c'est normal que dans l'état civil nous ayons des conditions de vie inégales, des revenus inégaux, etc. puisque naturellement nous sommes inégaux. Rousseau il dit non, l'état de nature nous sommes tous pareils, il y a peut-être des différences mais rien qui peut fonder des véritables inégalités. C'est l'état civil, c'est la société qui institutionnalise les inégalités, donc il faut vraiment prendre la mesure de la thèse en fait. C'est une thèse très importante. Et il dit que ce n'est pas n'importe quelle institution qui autorise les inégalités, qui met en place les inégalités, qui les instaure, c'est l'institution de la propriété foncière. La propriété foncière, c'est le fait de posséder des terres, c'est l'appropriation des terres. C'est le fait qu'on puisse se revendiquer propriétaire de telle ou telle terre. À l'état de nature, les hommes n'étaient pas propriétaires, c'est-à-dire qu'ils partageaient tout en commun. Et il dit, Rousseau, c'est à partir du moment où on a privatisé la terre que l'inégalité a été instaurée. Il dit aussi que ça a été permis par des techniques telles que l'agriculture et la métallurgie. Et donc, Rousseau dit que, maintenant, s'il y a de la servitude, si dans les rapports entre les hommes, il y a de la servitude, il y a de la domination et il y a du conflit, c'est pas lié à la nature des hommes, c'est lié vraiment à l'État. C'est la société et l'État qui crée cette société de domination, de hiérarchisation entre les hommes. Il dit que sans État, en fait, les hommes vivaient absolument paisiblement les uns avec les autres, il n'y avait pas de dynamique de domination, il n'y avait pas de dynamique d'asservissement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a un public de philosophes accomplis qui regardent mes vidéos, de gens qui passent les concours, etc. C'est une vidéo extrêmement vulgarisée. J'essaie de simplifier mon propos pour m'adresser à un public débutant. N'hésitez pas à compléter mes propos, à les modifier, à les nuancer si vous sentez que je ne suis pas exacte, etc. Évidemment, c'est une sélection non exhaustive de livres. Il y a beaucoup d'œuvres très classiques qui vous permettent d'entrer dans la philosophie, de réfléchir à beaucoup de sujets de baccalauréat. Je peux vous faire une partie 2 si cette première partie vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée en espérant que cette vidéo a pu vous aider. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt!